Ce qui se passe en Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient n'est pas un facteur justement de calme, c'est plutôt un accélérateur de ces cyberattaques parce qu'on va parler aujourd'hui d'activisme avec des pays qui prennent part à ces combats et c'est là où on arrive au résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation non pas uniquement sur les entreprises mais sur tout type de personnes, sur des administrations et bien sûr sur le particulier. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série en partenariat avec SoSafe pour dresser le bilan de cette année 2025 qui touche bientôt à sa fin. Et pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir Arnaud Loubatière, directeur Sud-Europe chez SoSafe. Bonjour Arnaud. Bonjour Leslie. Alors merci de participer à cet épisode. Chez SoSafe, vous avez publié en début d'année un livre blanc qui annonçait les grandes tendances de la cybercriminalité à venir. Et l'idée de cet épisode, ça va être de revenir sur ces projections et de faire le point sur ce qui s'est réellement passé durant l'année. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour faire plus ample connaissance. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours et nous raconter comment tu es arrivé dans le monde de la cybersécurité ? Écoute, merci déjà de m'accueillir, Leslie. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique dans le milieu de la cybersécurité, puisque ça fait qu'un an et demi maintenant, bientôt 2 ans que je suis sur la cybersécurité. J'ai commencé mon parcours, moi, pas en France professionnelle. J'ai commencé en Irlande, puisque j'ai fait partie de cette génération qui a voulu découvrir l'étranger et qui était attirée par les boîtes tech américaines. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour une très belle entreprise qui s'appelle LinkedIn. Pour lequel j'ai commencé en tant que responsable commercial et par la suite évolué sur des postes de gestion d'équipe. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir le marché pour la partie formation de LinkedIn. Et ensuite, au fil des expériences, j'ai eu envie de revenir sur tout ce qui est aspect avec l'humain, tout ce qui a trait à l'humain, le fait de pouvoir donner de la connaissance, le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir faire changer des comportements. Et j'ai eu justement cette opportunité chez SoSafe de pouvoir les rejoindre dans l'objectif de sensibiliser l'entreprise aux menaces qu'il va y avoir sur le monde cyber, tout simplement. Donc toi, tu es arrivé dans le monde de la cyber via le monde de la formation. Exactement. Si je résume. Encore un parcours atypique en cybersécurité. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que justement, tu peux présenter SoSafe dans les grandes lignes, présenter les missions de l'entreprise et les produits phares qu'elle propose ? Ok. SoSafe, nous, on est un éditeur allemand. On a été créé en 2018 par le docteur Niklas Ellemann. Ce qui fait notre particularité, et c'est là où on se différencie de la concurrence, c'est que nous, nos fondateurs, c'est un docteur en psychologie. Niklas, il s'est entouré de personnes qui avaient vraiment un gros background sur tout ce qui va être sciences cognitives, psychologie, rétention d'informations, et ils ont eu envie de développer une solution qui est pas là uniquement pour former les personnes, mais surtout pour faire changer des comportements. Donc, on a développé plusieurs produits autour de 4 piliers principaux. Le premier, c'est de pouvoir donner de la connaissance, donc de sensibiliser via du jeu, via des contenus hyper courts, très engageants, qui vont permettre d'avoir une bonne rétention d'informations. Derrière, on va entraîner avec des campagnes de phishing, du faux SMS. On va s'orienter très rapidement sur des campagnes autour de la voix, donc des faux phishing, ce qui va permettre aux collaborateurs d'être vraiment sous un environnement, un prisme assez global de tout ce qu'il va pouvoir ressentir sur son contexte. Et une fois qu'on a donné de la connaissance et qu'on a entraîné, on travaille sur 2 autres piliers qui vont être le coaching. Donc, on a des assistants qui ont été développés justement pour soutenir les collaborateurs de manière quotidienne dans leur prise de décision, les accompagner sur détecter un phishing, les accompagner sur est-ce que j'ai le droit de faire ou telle manipulation sur mon ordinateur. Et pour finir, un Human Risk OS qui va nous permettre de centraliser énormément de données qui vont provenir d'EDR, qui vont provenir d'autres solutions de cybersécurité pour pouvoir gérer au mieux le comportement des collaborateurs et leur proposer le bon entraînement et la bonne formation au bon moment.
Merci beaucoup Arnaud. J'en profite pour annoncer aux auditeurs que le lien de téléchargement du livre blanc dont on va parler est disponible dans la description de l'épisode. Je te propose Arnaud que l'on ouvre ensemble ce livre blanc numérique et que l'on revienne sur chaque grande partie de cet ouvrage, à commencer par l'état des lieux général. Le livre blanc annonçait en début d'année une montée en puissance de la cybercriminalité en France. Est-ce que la réalité a confirmé cette tendance annoncée ? Alors, il est encore un tout petit peu tôt pour le dire, puisqu'on n'est pas en fin d'année, mais ce qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça se confirme. Et ça se confirme de plusieurs manières. Ce qu'on sait déjà, c'est que ça ne diminue pas. Ce qui est intéressant aussi de voir dans le volume de cyberattaques qu'on a aujourd'hui, c'est que on a des cyberattaques qui sont de plus en plus diversifiées et de plus en plus complexes. On n'a plus aucun secteur aujourd'hui qui n'est plus touché. On va avoir, je peux donner l'exemple de la téléphonie où on a 3 des 4 plus gros acteurs qui ont été touchés cette année par des fuites de données. On va avoir du secteur hospitalier qui a été touché. On va avoir énormément d'autres secteurs comme la supply chain qui ont subi des cyberattaques. Et ce qu'on se rend compte cette année, c'est que tout est amplifié aussi avec la géopolitique. Ce qui se passe en Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient, n'est pas un facteur justement de calme, c'est plutôt un accélérateur de ces cyberattaques parce qu'on va parler aujourd'hui d'activisme avec des pays qui prennent part à ces combats et c'est là où on arrive au résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation non pas uniquement sur les entreprises, mais sur tout type de personnes, sur des administrations et bien sûr sur le particulier. Est-ce qu'on constate aujourd'hui que la France est un des pays les plus cyberattaqués au monde ? Ouais, la France, par rapport à son positionnement, a subi une des plus grosses augmentations d'un point de vue cybercriminalité aujourd'hui en 2025. C'est intéressant parce que la France a pour la première fois reconnu en 2025 une attaque menée par un autre État, la Russie notamment. La Russie, tout à fait. C'était au mois d'avril. Donc, ce qui veut dire que la France est sous le feu des projecteurs à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas un pays neutre, on prend plutôt parti et c'est ce qui peut nous desservir à ce niveau-là. Dans les grandes tendances à annoncer, on retrouve évidemment l'utilisation massive de l'intelligence artificielle qui est devenue une arme redoutable pour les cybercriminels, redoutée par les entreprises. Qu'est-ce qui a changé dans notre manière de faire face aux risques cyber avec le développement et la démocratisation de l'IA en 2025 ? Alors, je vais le segmenter en 2 éléments. Tu vas avoir l'IA comme un vecteur d'attaque et l'IA comme une plateforme d'attaque. Et c'est là où on arrive à avoir du développement aujourd'hui. L'IA comme un vecteur d'attaque, aujourd'hui, elle est utilisée par les cyberattaquants pour complexifier les attaques. Si je prends, il y a quelques années de cela, avant l'IA générative, je parle vraiment d'IA générative, c'était plutôt compliqué, où il n'y avait pas d'outils mis à disposition auprès des cyberattaquants pour créer des éléments de chaîne avec de la valeur. Aller chercher de l'information, pouvoir capitaliser sur cette information, aller faire un email, aller faire un SMS, travailler sur du deepfake, travailler sur de la voix. Il y a quelques temps de ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Et on voit même un nouvel élément qui est apparu qui s'appelle le ransomware as a service. Tout à fait. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est la nouveauté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est maintenant à un niveau où les attaques s'industrialisent, sont considérés comme des solutions, se louent entre cyberattaquants, et tout ça a été développé grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ça a cette faculté à faciliter l'enchaînement d'éléments. Le deuxième élément, c'est la surface de l'IA. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est quand on utilise une intelligence artificielle aujourd'hui, toute la donnée qui va être injectée par des LLM, par des moteurs de recherche, par des moteurs de langage, vont être introduits dans le modèle en lui-même. Ce qui veut dire que si on ingère de la donnée, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit d'un client, qu'elle soit de n'importe quoi, cette donnée-là peut être ressortie. Et l'IA ne devient plus uniquement un vecteur d'attaque, l'IA devient une surface d'attaque pour les entreprises, parce que si la donnée qui est mise sur l'IA n'est pas bien contrôlée, elle peut se retrouver sur le marché. Alors, est-ce que justement tu as des bonnes pratiques à recommander pour limiter l'impact de ces menaces liées à l'IA ? Ouais, nous on travaille dessus aujourd'hui et on recommande vraiment aux entreprises de le faire, c'est de sensibiliser leurs collaborateurs sur qu'est-ce que l'IA, autour de 3 sujets principaux. Le premier, c'est comment ça marche,
pour qu'ils aient une conscience de ce qu'est un moteur un LLM. Le deuxième élément, ça va être comment je prompte, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc, est-ce que j'injecte dans l'IA ou non? Exactement. Est-ce qu'on met toutes nos données sensibles dedans ou pas? Et la réponse est et non. ou pas, qu'on soit honnête. Le troisième élément, c'est une fois que ça s'est fait, comment je peux utiliser l'IA dans mon quotidien de manière sécurisée. Tout à fait. Et là-dessus, nous, comme d'autres acteurs, on a développé des parcours pour accompagner les entreprises sur le déploiement de ces formations. Et le troisième phénomène marquant qui est annoncé dans l'étude, c'est la multiplication des vecteurs d'intrusion. Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce qu'on entend par vecteur d'intrusion et nous donner quelques exemples? Ouais. Alors, des vecteurs, on en voit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on est sur un monde de plus en plus digital. Qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est un chemin ou un moyen, en fait, d'arriver à ses fins. Tout simplement. Donc, comme vecteur jusqu'à présent, avant, on va dire, il y a quelques années de ça, on avait des vecteurs principaux. Un vecteur principal, qui était le phishing. Tout le monde utilisait l'email comme porte d'entrée dans les cyberattaques. Avec l'évolution des technologies, on est arrivé sur des éléments différenciants comme le SMS. On va avoir le QR code qui est arrivé avec le Covid, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, avant le QR code est utile depuis quelques années. Mais depuis le Covid, on a une augmentation de l'utilisation du QR code. Et donc, c'est devenu vraiment... Oui, on le trouve toujours sur les tables de restaurants. Exactement. Alors que le QR code, il y a 10-15 ans, c'était sorti. Ouais. Ça avait fait un flop. Oui, et là, ça a redémarré. Donc, voilà, on a vraiment un vecteur d'attaque là-dessus. Et avec l'intelligence artificielle, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, on a d'autres vecteurs qui sont arrivés. La voix. Puisqu'on est capable aujourd'hui de pouvoir retravailler des voix grâce à l'intelligence artificielle, le deepfake. Et la voix, c'est ce que tu appelles le vishing. Le vishing, c'est ça? Exactement. Voilà, on s'amuse avec le mot phishing pour nommer des variantes. Donc le phishing pour le mail, le smishing pour le SMS. Le smishing pour le SMS. Le queershing pour le QR code. Et on va avoir un qui est pas avec un ing à la fin qui s'appelle le deepfake. Et celui-là, on en a entendu parler parce qu'il avait fait grand bruit il y a 1 an de ça à peu près, avec une attaque à Singapour où un comptable avait fait un virement pensant qu'il était avec son CIO. C'était pas à Hong Kong? À Hong Kong, exactement. Je me suis trompé, à Hong Kong. 30 millions d'euros suite à une réunion de Teams. Oui, ça a fait du bruit. Fake. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Et on voit ce type d'attaque très ciblée, plutôt sur la partie dirigeant d'entreprise, vraiment se développer et se démocratiser aujourd'hui. Autant auprès des particuliers que des entreprises qui sont ciblées. Comment on fait pour se défendre face à cette diversification des canaux, des vecteurs d'intrusion? Le premier des éléments, déjà, c'est d'être conscient qu'on peut être une cible. Pour se défendre, il faut être conscient de ce qui peut se passer autour de nous. Donc oui, je l'ai dit officiellement aujourd'hui, on peut se faire hacker, on peut se faire ficher, on peut avoir un deepfake, on peut avoir un faux SMS. Maintenant que ça c'est fait, comment on va arriver à le reconnaître? Il y a plusieurs astuces. Nous, on a des modules de sensibilisation, d'entraînement, mais pour un particulier, par exemple, je vous donne un exemple très, très simple et très concret. Quand vous recevez un SMS pour une livraison, le plus classique en ce moment, exactement. Tous les jours. Quand ça vient d'un 06 ou d'un 07, généralement, on peut se poser des questions, surtout quand il y a des liens de redirection ou des frais à payer. À 99,999% du cas, c'est une tentative de phishing ou de smishing dans ce cas-là. Donc, c'est faire parler le bon sens, suivre des formations, se renseigner sur l'élément et faire appel à moi, ce que j'appelle au bon sens paysan, le bon sens commun de se dire j'attends pas de livraison aujourd'hui pour reprendre cet exemple-là. Parfois, on en attend. Donc parfois, on en attend. C'est difficile dans l'urgence du quotidien. Voilà. Est-ce qu'il faut se méfier de tout aujourd'hui, d'un appel de son conseiller bancaire, d'un SMS qu'on reçoit, des mails qu'on reçoit? Il faut se méfier de tout. Moi, je peux vous raconter une histoire d'un de mes amis, mes proches amis d'école maternelle, qui a été hacké récemment. Il travaille dans une mairie, c'est un cantonnier, il a été hacké récemment. Il pensait que c'était sa banque qui l'appelait, et c'était pas sa banque.
Ouais, donc ça, on appelle ça de la fraude, mais aussi c'était un phishing du coup. C'était un phishing, Ouais, c'est de la c'est ce fraude. qu'on appelle le phishing. Le vecteur d'attaque était la voix. Ouais. Donc, il s'est fait appeler, on s'est fait passer pour sa banque. On lui a envoyé un email de redirection pour valider ses identifiants. Derrière, heureusement, sa vraie banquière à qui il a le numéro, l'a appelé en lui disant « Est-ce que tu as vraiment fait une demande de virement de 2 000 euros ?» La réponse était non. Et Donc, 10 ça 000 peut euros, quand arriver. on est un particulier, voilà, Et ça peut, pèse. ça peut faire la différence. Alors, vous annonciez également en début d'année que protéger son entreprise uniquement ne suffirait plus pour faire face à la menace. Les attaques passent aujourd'hui par les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants. C'est désormais toute la chaîne d'approvisionnement qu'il faut protéger. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années sur ce point? En fait, ce qui a changé, c'est qu'on a eu une économie ou une sécurisation des environnements à 2 vitesses. On a vu les gros groupes ou les grands groupes industriels qui avaient des moyens vraiment pouvoir sécuriser leur environnement. Derrière, on a vu des TPE, PME qui avaient des difficultés à suivre le pas. Et ça a été une porte d'entrée pour les cyberattaquants, puisque plutôt que de se focuser sur l'entreprise finale en elle-même, ces cyberattaquants-là, ils se sont focusés sur la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, c'est-à-dire le fournisseur. Je vais donner 2 exemples qui, pour moi, ont été très marquants cette année. Le premier, c'est Marks & Spencer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez dans l'audience, c'est une des plus grosses chaînes de magasins en Angleterre. Marks & Spencer, ils ont eu, à cause d'un de leurs fournisseurs, une brèche dans leur système, ce qui a fait qu'ils ont eu leur plateforme de livraison qui a été bloquée pendant 2 mois. Ils ne pouvaient plus recevoir de commandes pour la livraison. Ça a été équivalent à 300 millions d'euros de pertes pour eux. En 2 mois. En 2 mois. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Le deuxième exemple, c'est Jaguar. Jaguar, la marque emblématique anglaise, qui a eu sa production bloquée pendant 1 mois. La chaîne de production bloquée. Vous ne pouvez plus sortir de vos nouvelles voitures sur le marché. Les commandes étaient bloquées. Exactement. Ouais. Les commandes étaient bloquées. C'est surtout les usines. Là, c'était vraiment l'usine qui a été bloquée. Ils n'avaient plus de possibilité de mettre en marche la chaîne d'assemblage. Tout ça parce qu'il y a un prestataire qui a eu une faille et les cyberattaquants ont utilisé cette faille pour attaquer Jaguar. Le troisième élément, ça va plus parler aux personnes de l'environnement SaaS aujourd'hui, qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui n'a pas fait grand bruit, mais qui a remis beaucoup de choses en question. C'est la brèche chez Drift. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Moi, non. Drift, c'est un chatbot qui est utilisé par beaucoup de solutions aujourd'hui et qui va permettre de faire du conversationnel avec du client. La problématique de Drift, ils se sont rendus compte que Drift quand on passait par Drift, on pouvait avoir accès à la base CRM du client. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui SaaS qui utilisaient Drift et qui ont stoppé parce qu'on a eu des brèches où des cyberattaquants ont potentiellement réussi. On n'a pas les résultats aujourd'hui, mais ont potentiellement réussi à avoir accès aux fichiers clients grâce à ce chatbot. Alors, quelques conseils pour s'assurer du niveau de cybersécurité de sa chaîne d'approvisionnement aujourd'hui? Nous, ce qu'on préconise, c'est dans votre politique d'achat, pour n'importe quel industriel ou n'importe quelle entreprise, d'inclure des clauses cyber et d'être sûr que l'entreprise à laquelle vous contractez aujourd'hui soit mature d'un point de vue cyber. Qu'elle soit équipée d'un minimum, qu'elle ait formé ses collaborateurs, et j'utilise un mauvais jeu de mots, mais qui existe encore aujourd'hui, d'être sûr que leur mot de passe ici n'est pas admin. Parce que ça existe encore. Et ça paraît tout bête, mais finalement, ça peut sauver quelques millions d'euros parfois. Alors, on le sait, le monde de la cyber ne connaît pas de frontières, que ce soit géographique ou encore entre nos vies professionnelles et personnelles. Protéger son identité en ligne et cloisonner ces 2 aspects de nos vies est devenu nécessaire pour nos entreprises et organisations. C'est le 5e point qui est abordé dans votre livre blanc. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important et comment c'était avant? Jusqu'à présent, en fait, la donnée personnelle avait de la valeur, mais cette valeur-là a été amplifiée avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Je refais le lien avec ce que je disais sur les grands acteurs de la téléphonie qui ont eu d'énormes fuites de données. En fait, cette donnée-là,
elle va permettre à des cyberattaquants aujourd'hui de pouvoir faire des attaques de masse. Et on n'a plus vraiment de différence entre le personnel et le professionnel. Aujourd'hui, je suis cyberattaquant, je vais aller m'informer au maximum sur les réseaux sociaux, au maximum sur le web pour pouvoir construire la meilleure parade de détection auprès de la personne auquel je souhaiterais m'attaquer. Être sûr que je vais pouvoir faire des références à des éléments particuliers qui la concernent elle, afin de maximiser mes chances d'arriver à mes résultats. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Notamment dans les leviers qu'utilisent les cyberattaquants, puisqu'ils vont vraiment se focuser sur des éléments, des entreprises ou des institutions qui ont énormément de données de valeur dans leur système à disposition. Je vais donner un exemple. Quel est l'intérêt d'un cyberattaquant de bloquer un hôpital? Oui, c'est une très bonne question. Aucun. Il n'a aucun intérêt à bloquer un hôpital. Par contre, voler des données de santé, c'est une mine d'or pour un C'est plus intéressant. Imaginez une assurance. Je suis très noir dans ma manière de parler quand je dis ça, mais imaginons une assurance qui découvre qu'un de ses assurés a un cancer. Tout ça, ce sont des éléments qui ont énormément de valeur, qui peuvent se revendre sur le dark web. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui par les cyberattaquants. Donc, la protection des identités personnelles, ça doit devenir une priorité dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Quelques conseils du coup à partager aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises pour mieux cloisonner, mieux protéger les collaborateurs? Minimiser déjà son empreinte numérique, faire attention. Utiliser des gestionnaires de mots de passe, c'est tout bête. Okay. Mais protéger ses comptes, donner un minimum de visibilité, utiliser des gestionnaires de mots de passe pour avoir des mots de passe différents sur toutes les applications et être sûr qu'on n'utilise pas de lien entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et peut-être aussi ne pas rendre public toute sa vie privée sur les réseaux sociaux, parce que ça donne des billes aux attaquants. Les photos avec les enfants, le nom des enfants, l'âge des enfants, si on fait un beau SMS derrière en disant « Coucou papa, j'ai perdu mon téléphone, est-ce que tu pourrais me faire un virement de 100 € pour que je puisse revenir à la maison ?» Ça peut marcher et aujourd'hui, avec quelques données, on peut très facilement le construire sur le web. Un bel exemple de smishing. Et enfin, dernier point évoqué dans le rapport, vous rappelez que toutes les entreprises et organisations ne sont pas armées de la même manière contre les risques cyber. Comment est-ce que ça s'explique? Quelles sont les structures qui sont les plus fragiles aujourd'hui? Les plus fragiles aujourd'hui, je vais dire, c'est les TPE, PME et les collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que c'est des structures qui ont parfois pas tellement besoin d'avoir un gros système d'information, qui ont eu des difficultés dans le suivi des évolutions technologiques. On parle notamment en ce moment de la migration de Windows 10 à Windows 11 pour un arrêt de service. Je crois qu'on a plus d'1 million d'appareils en France qui vont entamer cette migration. Donc ça veut dire qu'on a plus d'1 million d'appareils qui datent de plus de 10 ans. Oui, ok. Donc, il y a une obsolescence du matériel informatique assez importante en France chez ces structures. Exactement. C'est souvent des petites structures ou des collectivités qui n'ont pas forcément pris le virage technologique, une transformation digitale et qui se retrouvent fragilisées. Et du coup, c'est pour ça qu'on observe, tout à un lien, c'est pour ça qu'on observe une augmentation des cyberattaques sur la chaîne d'approvisionnement parce que ces structures-là qui se font attaquer. Exactement, se font attaquer. C'est eux, en fait, qui sont au service des plus gros. Donc, comment on se protège dans ces cadres-là? On fait déjà attention, on sensibilise son personnel. On lui explique ce que je viens d'expliquer là. On l'entraîne, on l'aide à détecter des emails de phishing. Et ensuite, on installe des bonnes pratiques. Toutes les bonnes pratiques personnelles le valent pour l'entreprise. Des mots de passe sécurisés, des gestionnaires de mots de passe, des mises à jour logicielles. Et surtout, ce que je préconiserais, c'est un plan de reprise d'activité et un plan de continuité d'activité. Si jamais demain, mon système se retrouve à plat, est-ce que j'ai les moyens de continuer mon activité? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se préparer à se faire attaquer et pas de se sécuriser en se disant on va pas se faire attaquer si on a mis ça en place. En fait, les deux sont complémentaires. Exactement. Si on n'a pas les moyens de se sécuriser aujourd'hui, au moins se préparer et au moins faire en sorte
de limiter notre surface d'attaque en tant qu'entreprise. Et il y a une évolution aussi de la législation pour les petites, moyennes entreprises, les collectivités territoriales qui sont aujourd'hui concernées par NIS 2. En quoi les solutions de SoSafe peuvent apporter une réponse pour se mettre en conformité par rapport à NIS 2 ? NIS 2, déjà, il va y avoir la mise en application qui va être faite, je crois que c'est prévu d'ici 12 à 18 mois. Donc, on a encore 12 à 18 mois pour se préparer. Comment SoSafe y répond ? C'est que dans NIS 2, il y a un gros chapitre qui tourne autour du fait de pouvoir préparer et sensibiliser ses collaborateurs aux risques cyber. Et c'est comme ça, nous, qu'on va accompagner nos clients. C'est qu'on va les aider à développer la connaissance, entraîner leurs collaborateurs et les coacher au quotidien pour pouvoir détecter les cybermenaces et pouvoir acter avant que ça se passe. Donc vous, chez SoSafe, vous adressez aussi bien les petites entreprises que les grands groupes, les collectivités Exactement, on va travailler avec tout type d'entreprise, on va travailler avec des grands groupes hôteliers, on va travailler avec des ministères, on va travailler avec des mairies, on va travailler avec des TPE, des PME, de tout type de secteur, du pharmaceutique, on accompagne les collaborateurs de la DDE, par exemple, dans la formation. Donc on est plutôt agnostique. Pourquoi ? Parce que le risque cyber, au final, est le même pour tout le monde. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir retenir l'information. Et ce qu'apprécient nos clients aujourd'hui chez SoSafe, c'est que quand un training est suivi, généralement, dans 80% des cas, il est suivi par des actions. Alors, si on résume l'année 2025, est-ce que toutes vos prévisions se sont confirmées ? Est-ce que vous avez eu des surprises malgré tout ? On a eu... toutes nos prévisions se sont confirmées. Là, c'est pas des surprises, c'est qu'on voit des nouvelles tendances aujourd'hui qui arrivent. Et la nouvelle tendance, c'est le fait d'avoir un gros développement, mais on a touché quelques mots, sur le développement d'attaques sur du particulier. Pourquoi ? Avec ces gros vols de données qu'on a eu récemment, on voit encore plus de SMS, on voit encore plus d'appels ou d'emails qui sont à destination plutôt d'un public, plutôt à destination d'une personne que d'un professionnel. Et ça, c'est un shift que les entreprises vont devoir gérer par la suite, parce que si on touche le personnel et que ça a un impact pour le professionnel, c'est un autre angle d'attaque qu'il va falloir couvrir. Et on y arrive aujourd'hui chez SoSafe, puisqu'on développe en partenariat avec certaines entreprises des packs qui vont leur permettre non seulement de former leurs collaborateurs, mais également l'entourage de leurs collaborateurs pour avoir un minimum de maturité cyber et être sûr de pouvoir repérer ces cyberattaques. Donc là, le point qu'il faut retenir, ça va être aussi pour continuer de protéger, renforcer la protection des identités personnelles, finalement, des individus qui sont de plus en plus la cible de smishing, phishing, vishing, et tous les ING qu'on a nommés. Peut-être qu'il y en aura des nouveaux aussi qui apparaîtront en 2026. Est-ce que vous avez prévu un nouveau livre blanc, justement, pour annoncer de nouvelles tendances pour l'année prochaine ? Ouais, on a un nouveau livre blanc qui devrait sortir au mois de février-mars à peu près. On est en train de travailler dessus. On a interviewé plus de 1000 personnes et là, on est en train de construire le bilan jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir présenter ça, je pense, entre février et mars. Magnifique. Écoute, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud Loubatière, donc directeur Sud-Europe chez SoSafe, d'être revenu sur les grandes tendances de la cybercriminalité en 2025 au micro du podcast. Merci Arnaud. Merci Leslie. Je rappelle aux auditeurs que le fameux livre blanc est disponible gratuitement en téléchargement dans la description de l'épisode. Merci aussi aux équipes de The Metrics Factory, particulièrement à Cybéline Roux pour l'organisation de cet épisode en partenariat avec SoSafe. Nous attendons donc avec impatience la sortie du prochain livre blanc qui annoncera les tendances de 2026. Encore merci Arnaud et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.